Donc, le forum LNH va être assez simple cette semaine. On fait nos prédictions pour la saison régulière 2023-2024. On va commencer par peut-être la division la plus intéressante, en tout cas celle qui a le plus de variété dans nos sélections et que ça semble plus difficile à prédire, la division Atlantique, donc celle des Canadiens. Donc, allons voir un peu nos classements individuels. Donc, bon, tout le monde voit les Maple Leafs au premier rang de la division. Je crois qu'avec la blessure à Vasilevski et certaines formations peut-être un peu plus jeunes, moins d'expérience, ça fait quand même du sens qu'on voit tous les Leafs au premier rang. Sinon, par la suite, bon, il y a quelques différences dans chacun de nos classements. Et là, Éloi, toi, tu vois quand même une grande dégringolade pour les Panthers. Oui, effectivement. Oh. Ben, tu sais, les Panthers, on n'aura pas que Chuck déjà. Puis, tu sais, une équipe qui se rend loin, des fois, ça peut être difficile la saison suivante. Tu sais, les Panthers, oui, on a le talent quand même, on a une équipe assez profonde et tout ça. Mais, je sais pas, j'ai quand même un feeling que du côté des Panthers, on est capable du meilleur puis du pire un peu. Tu sais, on a eu le trophée du président, après ça, on a fait les séries de justesse. Là, on se rend jusqu'au bout. C'est 2 grosses saisons qu'on vient d'avoir en Floride. Je pense que le talent est là. Mais c'est ça. Il risque de peut-être y avoir un petit peu une baisse de régime quand tu joues jusqu'à la fin du mois de juin. On l'a vu avec tellement d'équipes. La saison régulière d'après n'est jamais facile. Puis je pense que quand tu as un élément qui est absent pour le début de la saison, ben ça peut être encore plus difficile. Puis je pense que l'équipe à ce moment-là, ben, si c'est trop un gros déficit dès le début, ben je peux les voir en bas de classement. Je les ai mis 8e, pourquoi pas. Mhm. À l'inverse, Pierre-Carl, toi, de ton côté, Julien aussi a fait ce choix-là, a mis les Panthers deuxième. Donc, toi, Pierre-Carl, tu ne penses pas que cette saison-ci va être nécessairement plus difficile là, pour les Panthers? Non, je pense que la confiance des séries va se poursuivre cette saison. Il n'y a pas de gros joueurs nécessairement qui sont sortis de l'alignement. Oui, il y a Ekblad et Montour qui sont blessés en début de saison, mais je pense qu'on va avoir quand même une bonne saison, encore une fois, de Barkov, de Tkachuk notamment. Puis, je comprends pourquoi on n'a pas tout le même classement. La division Atlantique, je pense que c'est celle qui est la plus dure à prédire. Je pense que c'est la division la plus forte. Il y a beaucoup d'équipes en progression. Puis d'autres peut-être qui pourraient régresser, mais même là, c'est tellement difficile. Tu sais, l'année dernière, je n'avais même pas mis Boston en séries éliminatoires. Ils ont fait une saison record. Puis là, cette année, j'ai mis plus bas. Ils ont eu beaucoup de départs, mais c'est une équipe qui est très bien coachée, donc c'est très difficile de prédire la section Atlantique, pardon. Mais la Floride ont quand même 2 bons gardiens. Je pense que Bobrovski, pour la saison régulière, va se reprendre par rapport à l'année dernière. Il va se poursuivre des séries éliminatoires de l'an dernier. Donc, je les vois encore quand même deuxième, surtout que Tampa Bay perd Vasilevski pour un bon moment. Donc, je pense que la Floride pourrait connaître de bons moments cette année. Oui, ben, parlant des Bruins de Boston, tu le disais l'an dernier, on était peu à les avoir vus en série. Finalement, on connu une saison historique, saison record. Maintenant qu'on regarde le tableau actuel, on est encore plusieurs à ne pas le voir en série. En fait, il y a seulement moi et Guillaume parmi nous 6 qui les voient en série. Guillaume, toi, tu les vois même encore deuxième. Donc, malgré les pertes de Patrice Bergeron, David Krejci, toi, ça ne t'inquiète pas nécessairement pour les Bruins. On va encore avoir une bonne saison de ce côté-là. Ben oui, selon moi, je veux dire, ils n'auront pas la saison qu'ils ont eu l'année passée, ça c'est clair, mais quand même, je veux dire, les bons joueurs sont encore là. Brad Marchand, David Pastrnak qui a fait 60 buts, plus que 60 buts, excuse-moi, la saison dernière. La défense est solide. Lindholm, McAvoy, si Hallmark a la même saison que l'année passée, même Jeremy Swayman aussi, c'est un super bon backup. Fait que, tant qu'à moi, tu sais, je dirais pas que c'est nécessairement que les Bruins ont beaucoup régressé, mais c'est plus le reste de l'Atlantique qui, tant qu'à moi, qui n'est pas autant compétitif. T'sais. Donc, moi, je pense qu'ils ont encore le talent pour être là. Ils vont probablement suivre leur lancée, puis ils ne répéteront peut-être pas les mêmes erreurs. T'sais. Ils vont peut-être vraiment avoir eu une certaine remise en question après avoir été battus en première ronde, après avoir gagné, avoir une saison record. Là. Peut-être qu'ils vont justement avoir une remise en question, faire en sorte de ne pas faire les mêmes erreurs, puis peut-être d'aller plus loin cette année. Donc, moi, je pense qu'ils sont encore en mesure de faire du chemin. Hugo, toi, de ton côté, tu places le Lightning hors série. J'imagine la blessure de Vasilevski a eu une incidence sur ton choix. Là. Ouais, exactement. Écoute, on a perdu aussi du côté du Lightning, on a quand même perdu Ross Colton, Alex Killorn. Ça fait mal. C'est un peu de profondeur aussi qui va avoir un impact, c'est sûr. La seule raison pourquoi j'ai mis le Lightning 5e, c'est que justement, on a tellement une instabilité dans le filet. On a fait de perdre Vasilevski pendant aussi longtemps, mais je pense pas que le Lightning va bien commencer l'année. Et en fait, je pense que le Lightning va tellement mal commencer l'année que ça va avoir un impact sur le reste de la saison. Et même que si Vasilevski revient,
ils ne seront pas capables de rattraper le temps perdu. Il faut aussi pas nier que Steven Stamkos, en ce moment, c'est un peu difficile dans ses négociations de contrat. Ça crée une ambiance un peu plus sombre, là, si vous voulez. C'est pas vraiment le mot que je veux dire, là, ou terminer, si vous voulez, mais surtout venant du capitaine. Donc, je pense que pour le Lightning, ça va être un retour à la réalité qui va faire mal un peu. Mais on a commencé déjà à le vivre l'année passée, là, quand ils ont perdu au premier tour des séries. Sinon, dans les autres choix quand même intéressants, je dirais, du tableau, on le voit un peu, mais on est plusieurs à placer les Sabres de Buffalo en série. Donc, évidemment, l'an passé, on est terminé très, très près là, avec une séquence, je pense que c'est 9 victoires en 12 ou 13 matchs pour terminer l'année. Donc, c'était une fin de saison exceptionnelle. Mais on les a manqués de peu. Mais malgré tout, toi, Julien, tu penses qu'on va être encore aux portes des séries, mais il va en manquer un petit peu encore. Ben, tu sais, je t'avais envoyé ma feuille, puis au début, je les avais mis 3e à la place du Lightning, puis là, j'ai réinversé mon classement. C'est tellement difficile là, dans l'Atlantique. Là. Écoute, je voulais même pas le faire, ce tableau-là, dans l'Atlantique. Ottawa peut le faire, Ottawa peut choquer, Boston peut surprendre puis le faire pareil. Tampa peut comme Hugo, tout est valide. Genre, ça me dérange faire des prédictions qui reposent sur rien. Puis en ce moment, les miennes, dans l'Atlantique, reposent sur absolument rien. C'est quasiment du pile-face que j'ai fait. Fait que je peux même pas défendre ce que j'ai écrit parce que je vais dire le contraire après. Fait que je m'abstiens. De mon côté, en fait, je suis le seul qui, parmi nous, en fait, outre Éloi, justement, qui ne voit pas le Canadien dernier de la division. J'ai pas nécessairement confiance en l'alignement des Red Wings. J'aime pas comment on est bâti, justement. On a été chercher de Brincat, notamment cet été. Puis, on revient à la maison si on veut, mais c'est plus le défenseur qui était dans ses meilleures années avec le Canadien. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas avec cette formation-là. Et à l'inverse, j'ai l'impression que le Canadien, quand je repense à l'an dernier, on les avait tous mis au dernier rang de la division, ce qui a été vrai au final. Par contre, en début de saison, on était plus haut que ce qu'on s'attendait. Lorsque les joueurs n'étaient pas blessés, on pouvait surprendre certaines formations. Donc, j'ai l'impression qu'on va quand même aller chercher quelques points et pouvoir se glisser au moins au 7e rang, voir une petite amélioration par rapport à l'an passé. Mais évidemment, encore une fois, comme tu disais, Julien, ça tient sur rien. Une blessure importante chez le Canadien et ça peut tout changer. Un même genre de scénario que l'an passé avec autant de blessés. On va être dans le trouble assez rapidement là, à Montréal si ça survient. Donc, voilà qui fait le tour pour l'Atlantique. Passons à la métropolitaine. Donc, de ce côté-là, c'est pratiquement unanime, les Devils au premier rang, sauf moi de mon côté, que j'y vais encore avec les Hurricanes. Je trouve que c'est une des équipes qui s'est bien améliorée et justement qui était déjà au premier rang l'an dernier. Donc, je les vois encore dominer cette division-là. Sinon, par la suite, Éloi, tu mets les Capitals en série. Tu es le seul justement à faire ainsi. On n'est pas nécessairement surpris de ton choix par rapport à des prédictions passées, là. Non, effectivement. Tout d'abord, le choix des Capitals se justifie tout à fait. Je pense que, premièrement, il y a en moyenne, là, depuis le lockout là, de 12-13, tu as toujours à peu près 11 équipes qui ont fait les séries l'année d'avant qui vont les refaire, puis 5 autres qui émergent. Puis c'est pas toujours des clubs qui sont nécessairement des clubs jeunes qui ont plein d'espoir. Puis tout ça, des fois, c'est des clubs plus vieux que tu te dis la fenêtre est fermée. Puis là, finalement, ils ressortent de quoi? Comme, mettons, Boston, il y a quelques années, on les voyait en dehors des séries, puis tout ça, puis ils reviennent. Les Kings nous ont fait le coup aussi dans le passé. Puis je pense que Washington, c'est des bons candidats pour faire ça cette saison. T'as quand même des trios assez stables. On a eu plusieurs blessés l'an passé. Ovechkin, il a ralenti un petit peu, mais pas tant que ça. L'an passé, on a fait jouer combien de goalers à Washington aussi. Donc, s'il peut y avoir un peu plus de stabilité cette saison, ça peut tout à fait aider l'équipe. Tu as des jeunes comme Alexei Protas, qui est gros, qui est fort, qui a eu 4 buts la saison dernière, mais qui s'est entraîné avec Ovechkin cet été et qui va être plus mine cette saison. Donc, c'est un joueur à surveiller aussi cette année. Donc, pour Washington, pour vrai, je pense que ça peut être une année où est-ce qu'il y a des équipes aussi dans cette division-là, comme Philadelphie, les Islanders, puis Columbus aussi. Washington peuvent peut-être se faufiler 4e. Puis après ça, tout peut arriver. Quand même intéressant. Si on regarde justement le tableau, tu as parlé des Flyers, c'est une des seules formations dans toutes nos prédictions que nous sommes tout le monde d'accord et tout le monde les voit dans les bas-fonds cette saison, ce qui n'est pas nécessairement surprenant. Là, on a beaucoup de joueurs manquants et on n'a pas un alignement incroyable pour cette saison-ci. Mais sinon, toi, tu vois les Capitals Éloi au 4e rang. Hugo, comme tout le reste de nous, tu vois les Pingouins revenir en série avec le wildcard. Donc, tu vois
la troupe à Sidney Crosby et maintenant à Erik Karlsson aussi faire les séries cette saison. Ouais, exact. Ben, écoute, j'ai laissé une chance au nouveau chapitre, à l'ère Dubas à Pittsburgh. C'est sûr que l'ajout d'Erik Karlsson, ça fait du bien là, aux Pingouins. Mais on a quand même des vétérans qui restent là, qui sont expérimentés pour faire des pushs en série et une fois en série, bien performer. Là. Je pense à Brian Rust, Jake Gunzold qui sont encore là. Ça fait du bien, je pense qu'on est allé rattraper un peu l'erreur d'échanger John Marino en faisant l'acquisition de Ryan Graves cet été. Ça va aider à solidifier la défensive à Pittsburgh. Encore une fois, l'année passée, on n'était pas ça. En fait, l'année passée, je me souviens qu'on avait quand même, pour certains, mis Pittsburgh quand même assez élevé dans nos listes. C'est quand même une fenêtre qu'on sent qui se ferme là, tranquillement à Pittsburgh. Ça risque d'être dans les dernières années qu'ils vont se battre pour une place en série avant de retomber un peu. Donc, c'est pour ça que je les ai mis comme équipe repêchée parce que je pense que, justement, avec l'arrivée de Carlson et certains nouveaux visages, ça va faire du bien. Il va avoir comme un nouvel élan. Puis c'est pour ça qu'ils vont se qualifier pour les séries, tout simplement. Sinon, également, ce qui peut être intéressant quand on regarde ce tableau-ci, Guillaume, toi, tu vois les Blue Jackets faire un beau saut avec leur nouvel entraîneur, Pascal Vincent. Ouais, ben je pense que ça va justement peut-être les solidifier avec toute la saga. Les solidifier, ouais. C'est pas le bon terme que je cherche, là, mais les rassembler, les souder. Ouais, c'est ça, les souder ensemble. Puis je pense qu'ils l'ont aussi évoqué là, après toute cette saga-là avec Babcock et tout. Puis j'ose croire aussi que Johnny Gaudreau, à sa deuxième année, va déjà être un peu plus établi dans son nouveau marché, va un peu plus connaître ses coéquipiers et tout, donc va être en mesure de vraiment mieux performer. T'sais. Puis Merzlikins, ça reste un bon gardien. Ils ont quand même une bonne défense aussi, une jeune défense, mais tu sais, quand même, ils ont les bons éléments. Ils manquent de profondeur, je te dirais, pour faire du bruit dans la division, mais ça reste que leurs éléments forts sont quand même des bons joueurs d'impact que si jamais ils sont tous ensemble, la cohésion est là, je pense que ça peut marcher. Puis aussi, je pense que les Blue Jackets vont aller où ce que Adam Fantilli va aller. Donc, s'ils performent super bien, selon moi, l'équipe va être top-notch. Si c'est moins bien, ben, l'équipe va être juste... Ouais, mais on a quand même fait c'est ça, des belles acquisitions en plus cet été, donc ça sera vraiment intéressant à suivre de ce côté-là. Sinon, bon Pierre-Carl, toi, à l'inverse des lois, tu vois une baisse du côté des Capitals, donc tu les vois au 7e rang de la division. Donc, tantôt Hugo a parlé de pente descendante pour les Pingouins, mais toi, tu as l'impression qu'on est déjà arrivé très très bas du côté des Capitals. Oui, je pense que ça a commencé l'année dernière, puis ça va se poursuivre cette saison. On est allé chercher Max Pacioretty et Joel Edmondson, mais les deux sont blessés en début de saison. En plus, ça ne va pas les aider. Il y a Kuznetsov également qui avait demandé à être échangé. Est-ce qu'il va avoir la tête ailleurs? Est-ce qu'il va encore vouloir être échangé? Donc ça, on ne sait pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questionnements du côté des Capitals. Puis lorsque je regarde aussi la division, je vois les Pingouins en avant revenir en série avec le noyau qu'ils ont. Comme Hugo en a parlé, puis la plupart du monde on a mis les Pingouins en avant. Crosby, de le temps, tu ajoutes Erik Karlsson, je pense que je les vois supérieurs Capitals. Les Blue Jackets pourraient surprendre cette saison avec l'acquisition de Provorov notamment et Severson. Donc, je pense que ça va régresser de leur côté. La Caroline, les Rangers, les Devils sont encore excellents cette saison. Donc, malheureusement, je crois que la pente est commencé pour eux vers le bas. Je t'emmène avec toi, Julien. En fait, je sais qu'on s'est parlé beaucoup cet été des équipes qui ont fait des bonnes acquisitions et les Hurricanes en faisaient partie. Malgré tout, de ton côté, tu vois les Devils les devancer cette année. Donc, tu as l'impression que les Devils vont encore prendre une nouvelle coche cette saison. Ouais, ben c'est ça, en fait. C'est surtout que je pense que les Devils vont être encore meilleurs. Ils ont encore plusieurs jeunes. Ils ont quand même ajouté des joueurs intéressants. Ils laissent aussi la place à des jeunes comme Luke Shane. Ils sont allés chercher Toffoli. Fait que non, vraiment, je m'attends à ce que les Devils aient le couteau entre les dents. Mais ça reste que quand même les Hurricanes, ils ont fait vraiment des bons coups. Mais ça va vraiment dépendre des gardiens de but. J'ai des points de relation chez les Hurricanes et chez les Devils. C'est quand même bon. Vitek Vanacek n'avait pas été très bon en série. Schmidt, il y a eu 3-4 bonnes games. Après ça, c'était catastrophique. Puis de l'autre côté, ça s'en va pas en se rajeunissant du côté des Hurricanes. Ils ont signé leurs deux vieux gardiens de but qui sont très corrects, mais que une année, il y en a un qui ça peut être l'année de trop, ben ça peut être cette année. Fait que
Mais ça reste quand même les deux puissances là, dans la métropolitaine. Ça, pour moi, ils ont un peu d'avance sur les Rangers. Parce que les Rangers, ils n'ont toujours pas réglé leur problème de défensive. Non, effectivement. Donc, prochaine division centrale, en fait. Donc, de ce côté-là, il y a un petit peu plus de variété au sommet. Bon, dans le bas, évidemment, les Blackhawks de Chicago, on ne s'attend personne à une excellente saison. Ils les a 7e avec les Jets, donc en dernière position. Donc, tu t'attends quand même à une grosse diminution de la part des Jets après les différents départs, dont Pierre-Luc Dubois cet été. Là. Ouais, écoute, pour vrai, j'aime quand même les chances sur papier du côté des Jets. Je pense que ça va être intéressant à suivre, mais c'est une équipe qui se cherche. C'est un gardien qui veut plus ou moins être là encore. En défensive, ça fait des années qu'on en parle, mais on n'a pas une bonne unité défensive à Winnipeg là, avec Morrissey et Schmidt comme premier duo. Fait que tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est une équipe qui, oui, a de la profondeur à l'avant, mais qui a plus les stars qu'elle avait, qui a plus le leadership, si on peut dire ça, entre guillemets. Puis c'est une équipe donc qui a un gardien qui est peut-être plus aussi motivé, puis peut-être plus aussi bon non plus qu'il l'a été dans les dernières années. Quoique c'est une année de contrat. Donc, je m'attends un peu, ça peut être tout ou rien du côté de Winnipeg. D'un côté, l'échange de Dubois, ça peut leur amener beaucoup, beaucoup de bienfaits cette saison, puis peut-être que leur attaque va se mettre à produire, puis qu'ils vont faire les séries. Mais je sais pas, j'ai comme le feeling que ça pognera pas, puis qu'il va falloir reconstruire à un moment donné. Puis à l'inverse, rapidement, tu vois, toi, les Blues au 3e rang, tu es le seul parmi nous qui les voit revenir en fait dans le top 3 de leur division cette année. Donc, tu as l'impression que c'était peut-être plus un creux de vague l'an passé. Ouais, je suis un peu surpris d'être le seul, là, vraiment. Mais oui, pour vrai, c'est une équipe qui a beaucoup de talent à l'avant. Kyrou, Thomas sont encore jeunes. J'aime bien Buchnevich aussi. C'est un nouveau capitaine, Braden Shen. Donc, je sais pas. On dirait que toutes ces équipes-là aussi peuvent être justifiées comme étant 3e ou 6e ou 7e, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'à Saint-Louis, on a trop de talent pour manquer des séries encore. On a quelques autres jeunes qui s'en viennent aussi, puis on a de la profondeur en défensive, avec des Scandella, Leddy, qui peuvent jouer sur un 3e duo, c'est des vétérans. Fait que c'est ça. Je pense que Saint-Louis ont trop de talent pour terminer dans le cadre. Mm-hmm. Guillaume, tout de même intéressant, les Coyotes de l'Arizona, donc toi, tu les vois 4e de la division. Par contre, j'ai noté, on met la petite astérix pour dire lorsqu'on les voit comme équipe repêchée, pas nécessairement en série, mais tout de même, de ce que j'en comprends, tu les vois quand même assez proches là, cette saison. Ben, je dois être honnête, j'ai été un peu influencé par Julien. Là, il les a souvent hypés dans notre conversation et tout. Là, donc, je les mettre à quelque part. Mais non, sincèrement, tu vois un peu ça comme une équipe de repêchage d'expansion. Tu as beaucoup de gars de contrat 1 an, Matt Dumba, Sean Dursey, qui est entièrement un Alex Kerfoot, Jason Zucker, je pense aussi. Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment... Puis, par exemple, comparé à une équipe de repêchage, ils ont un noyau de jeunes avec Logan Cooley, qui, tant qu'à moi, aurait dû être le joueur qu'on aurait dû choisir en 2021. Mais bon, on ne pouvait pas savoir. Là. C'est évidemment la discussion, c'est Shane Wright et Slakowski. Mais ça va être vraiment un très bon joueur. Là. Je pense qu'on a tous vu son but en Australie. Là, mais sinon, à part ça, Clayton Keller, tant qu'à moi, est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue. Est très bon. On fait une saison 86 points l'année passée avec une équipe de. C'est quand même pas très super bon. Il faudra que Barrett Layton ait un meilleur développement. Là. Il va falloir qu'il step up. Il a quand même fait 43 points l'année passée, mais vraiment pour être un bon centre numéro 1, parce que sinon, c'est Logan Cooley qui va prendre sa place, même s'il risque de prendre sa place, peu importe. Mais selon moi, non. Je pense qu'ils ont la chance de faire du bruit aussi. Puis comparé aux autres équipes aussi qui sont dans la Ligue, Nashville, c'est pas nécessairement, malgré qu'ils ont des bons gardiens, mais il manque beaucoup de profondeur. Ils ont perdu Johansson. Saint-Louis aussi, c'est plus nécessairement l'équipe des beaux jours auparavant. Jordan Binnington, c'est aussi ça quand il veut ou quand il pète sa coche. Fait que, je pense que non, les Coyotes de l'Arizona ont une chance. Puis il faut dire aussi qu'ils sont sortis. Ils sont pas vraiment sortis, mais ils n'ont pas le drama de l'année passée où ils étaient dans la nouvelle arena à 4000 étudiants. Là. C'est comme un peu passé. C'est rendu comme un peu la norme. Peut-être qu'ils vont pas avoir cette distraction-là puis être capable de jouer du hockey. Puis j'ai confiance en André Tourigny aussi. Oui, quand même, ça va être une saison intéressante justement pour les Coyotes et voir pour la suite. J'ai failli les mettre 4e. Ça aussi, c'était pas une division facile. Hein.
Non, effectivement, mais en fait, vous allez le voir, la division Pacifique a beaucoup plus de ressemblances entre nos choix que celle-ci. Et c'est parce qu'il y a beaucoup d'équipes qu'il y a de l'incertitude autour d'elles. Je vais reparler des Jets par la suite, mais justement, Éloi qui les met plus bas, on a Pierre-Carl que toi, tu les mets un peu plus haut. Puis c'est drôle parce qu'il y a Éloi, Pierre-Carl, s'il y en a un qui a des bonnes prédictions, l'autre va être plus difficile de ce que j'en comprends à date. C'est souvent les choix inverses. Mais ça reste que c'est ça, il y a quand même beaucoup d'incertitudes autour de certaines équipes. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a des choix un peu plus variés, ce qui est très bien aussi. Mais passons justement à ce que je disais. Donc, Pierre-Carl, tu vois les Jets, toi, au 4e rang de la division. Encore une fois, tu ne les vois pas en série. On n'a pas le petit astérix pour dire que c'est l'équipe repêchée. Mais tu vois une saison quand même potable pour les Jets. Oui, je pense que, tu sais, du côté de Chicago et Arizona, c'est vraiment en reconstruction. Donc, après ça, tu sais, j'ai regardé Colorado, Dallas, c'est les meilleures formations de la division. Mais par la suite, ça peut quand même se jouer. Tu sais, Winnipeg, oui, ont perdu Pierre-Luc Dubois. Quand même, été chercher Gabriel Vilardi. Il n'est pas vieux, il n'a même pas la mi-vingtaine, je crois qu'il a 23 ou 24 ans. Donc, je pense que ça pourrait être très intéressant sur un premier trio. Tu sais, Nicolas Ehlers est très rapide aussi, donc ça pourrait être une très, très bonne équipe tout de même. Avec un Connor Hellebuyck aussi devant le filet, c'est un des meilleurs gardiens de la Ligue. C'est un des seuls aussi qui joue beaucoup de matchs durant la saison, qui est très constant. Donc, je crois que c'est lui qui pourrait faire la différence durant la saison. Puis on a aussi été chercher Alex Iafallo, donc il est un excellent joueur pour le 3e trio des Jets. Puis donc, sinon, moi, je les vois en avant de Nashville et de Saint-Louis, qui sont un petit peu pas en reconstruction, mais qui ont fait quelques échanges pour rajeunir la formation. Tandis qu'à Winnipeg, je crois qu'ils ont encore plus d'éléments pour être proche des séries éliminatoires, là, parce que je vois 5 équipes de la Pacifique entrer en série. Donc, en fait, les deux formations sont plus en fameux reset, si on veut, que reconstruction. Mais oui, effectivement, plusieurs jeunes. Mais ce qui est intéressant, quand on regarde le tableau, l'an dernier, je tiens à rappeler, Julien, tu avais vu les Prédateurs en fait avoir une très bonne saison. Tu les voyais même premier de la division au tout début de l'an dernier. Là, tu les vois 3e, donc tu les vois encore très haut. Donc, tu as quand même cette formation-là, encore un peu d'espoir envers eux, justement, pour cette saison-ci. Ils ont sorti, disons, ceux qui n'avaient pas l'attitude voulue, en Johansson puis Duchesne. Moi, je vois ça dans l'impositif. Puis, à l'inverse, bien qu'il ait ralenti, bien que blablabla, puis juste en parenthèse, c'était probablement un des meilleurs joueurs des ligues sans série l'année passée. Ils ont cherché Ryan O'Reilly. Donc, pour moi, ça a beaucoup de poids, ça. Puis, je ne parlerai pas de Denis Gourianov, mais je vais parler de... ça reste quand même que, tu sais, mettons un Nyquist, Forsberg, O'Reilly, ça va être un excellent premier trio, vieillissant, mais bon. Après ça, ils ont plusieurs jeunes, tu sais, quand même, qui ont step up. Tu sais, Cody Glass a quand même pris une petite coche l'année passée. Puis là, peut-être justement avec des meilleures influences, ça va être encore mieux. Il y a Thomas Novak qui est sorti de nulle part, qui était très bon. Ils ont quand même des vétérans, tu sais, Sessons, Cole, c'est pas mal ça. Ils ont Trenin quand même, tu sais, qui est correct, c'est un gros bonhomme. Mais à la défensive, moi, c'est ça l'affaire. C'est que s'ils ont du leadership, ils ont une bonne def, puis qu'ils ont des très bons gardiens, ils peuvent surprendre. Ça fait passer un peu aux Canadiens, tu sais, il y a quelques années. Donc, tu sais, il y a encore Yossi McDonough, OK, à gauche. Fait que ça, c'est en partant ton top 4, là, il est super solide. Tu peux y mettre à peu près avec n'importe qui, mais ils ont quand même pas n'importe qui. Tu sais, ils ont Luke Shane, que c'est un gars de série. Tu sais, oui, il est vieillissant, mais tu sais, sur une 2e ou 3e à droite, il n'y a pas de problème. Il y a Dante Fabro, qui tend un peu à se développer, mais qui s'améliore quand même, surtout son jeu défensif. Alexandre Carrier puis Tyson Barrie. Tyson Barrie, lui, c'est un spécialiste de l'avantage numérique, mais tu sais, sur un 3e duo, ça peut faire la job avec un Luke Shane, puis t'as Fabro puis Carrier que tu peux placer à droite des deux autres vétérans. Ça risque que Yossi McDonough, c'est dans les 2 meilleurs défenseurs de la Ligue. Donc, puis t'as Saros qui a été un des meilleurs gardiens de la Ligue depuis les 2 dernières années. Donc, c'est pour ça que moi, leadership, mise en jeu, défensive, puis gardien de but, pour moi, c'est très important. Puis c'est pas... Tu sais, comme je disais tantôt, c'est difficile comme division. Puis justement, il n'y a pas quand même des... Tout le monde peut prendre la place de tout le monde. Là, les Jets peuvent faire les séries comme ils ne peuvent pas les faire à cause qu'il y a plein de joueurs qui veulent s'en aller. Le Wild, ils ont pas à chaque année, ils surprennent, mais ils n'ont pas une si grosse équipe que ça. Là, ils ont perdu Dumba, qui était quand même un défenseur droitier sur le top 4. Puis, leurs joueurs vieillissants sont encore plus vieillissants. Je les ai quand même mis des séries.
Mais, tu sais, les Blues, ça dépend surtout, je pense, des gardiens, mais aussi, je pense qu'il y a un problème de culture là-bas et de travail. Coyote, moi, j'écoutais Guillaume tantôt, puis il m'a quasiment convaincu de les mettre en série, tu sais, puis c'est drôle parce que c'est moi qui l'ai convaincu dans le chat de le mettre en série, en tout cas. Mais, tu sais, tout ça pour dire que tout est possible dans, disons, tu sais, on va dire Coyote, Jet, Wild, Reds peuvent toutes être une wildcard. Puis je dirais même avec les Blues aussi que je rajoute. Ouais, même les Blues à la limite, ouais. Ah, effectivement, ça va être très intéressant à ça, de ce côté-là. Évidemment, peut-être qu'aucune des deux équipes, 4 et 5, ne sera une wildcard si les deux sont de l'autre côté, comme plusieurs d'entre nous ont pensé. On le verra dans le prochain tableau également. Mais sinon, Hugo, comme Éloi, tu as mis l'Avalanche au premier rang de la division. Vous êtes les deux seuls dans notre équipe, ce qui est quand même surprenant parce que ça reste toujours une puissance de la division. Mais tu vois justement l'Avalanche terminer au sommet cette année. Ben écoutez, pour ceux qui me connaissent, avant ça, je veux juste dire, les Sabres l'année dernière a été une équipe super excitante à regarder jouer, même si on n'a pas fait les séries. Mon hot take, c'est que les Prédateurs vont prendre le rôle des Sabres de l'an passé, dans le fond. Ça va être l'équipe la plus nice à regarder jouer. Fait que sur ça, pour ta question, je suis un gros fan des Stars, je suis un gros fan de Jake Ottinger, mais on ne peut pas nier toutes les acquisitions que l'Avalanche ont faites cette année. Ça va être encore une grosse équipe. Écoutez, je suis en train de faire mes listes pour mes poules, puis je ne sais pas le nombre d'experts qui ont mis Alexander Georgiev dans le top 10 des gardiens à surveiller cette année pour le plus de starts, etc., avec les blessures aussi des autres gardiens, Francouz notamment. Moi, je pense que le 1-2 punch de Drouin McKinnon va faire des flamèches. On l'a vu. Moi, j'ai jamais vu. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier match de l'Avalanche, mais j'ai jamais vu Jonathan Drouin patiner vite de même en 6 ans à Montréal avec la tête haute. Mais c'est ça que ça donne au Colorado pour un moins gros salaire. Puis, justement, l'acquisition de Miles Woods puis de Thomas Tatar aussi. Ça va être de la profondeur nécessaire. Miles Wood va racheter un peu plus de grit. Tatar, on connaît ses mains, on connaît son talent, on l'a eu à Montréal. Donc, écoute, j'ai pas grand-chose à dire à part ça. Je pense qu'ils sont outillés présentement. Ils sont à une acquisition de la date limite des transactions d'être encore des contenders cette année, là, selon moi. Il y a Drouin et Johansson aussi qui ont ajouté là, quand même. Ouais, puis, en plus de leur def. Ross Colton aussi qui arrive. Ross Colton. C'est vrai, j'aurais dû y mettre premier. Non, c'est vrai, pour vrai, des bons points. Ouais, donc, Julien voit l'Avalanche premier et les Coyotes en série. Ouais, c'est ça. J'aime tellement pas faire. J'aime pas ça, faire ça. Mais pas quand c'est dur de même. Vas-y, Pierre-Carl. Oui, désolé. Je voulais juste ajouter que j'avais hâte de voir Jonathan Drouin justement avec l'Avalanche du Colorado. Seulement, un contrat de 800-900 000, c'est excellent pour lui, surtout de changer d'air, d'aller dans une très bonne formation. Puis il retrouve la chimie avec McKinnon et Rantanen. Présentement, on l'essaye les trois ensemble. Donc, ça pourrait être très bon pour lui et pour l'Avalanche du Colorado. Non, c'est un pari très, très peu risqué pour l'Avalanche. Quand tu as Sam Girard sur ta troisième paire projected, puis c'était ton deuxième défenseur, troisième défenseur l'an passé, là, ça veut dire beaucoup. Oui, effectivement. Donc, ça va quand même être une formation à surveiller. Je ne changerai pas mon fusil d'épaule. Moi, je vais garder les Stars tout de même au premier rang. Si on regarde la dernière division, en fait, qu'on a analysée, donc la division Pacifique, encore une fois, les trois dernières équipes de la division, en fait, sont très similaires pour chacun de nous. On voit tous les Canucks au 6e rang. Il y a Éloi qui voit les Sharks au 7e et les Ducks au 8e. Sinon, pour le reste, tout le monde a la même opinion. Donc, tout le monde, les Ducks 7 et les Sharks 8. Par la suite, c'est dans le haut que ça change un peu. J'ai de mon côté, moi, je vois les Flames 3e de la division cette année. J'ai l'impression que l'an passé, c'était justement un creux de vague, une saison plus difficile. On a eu toute la situation avec Daryl Sutter qui a fait en sorte que ça a été plus difficile. Et tu sais, mine de rien, on a beaucoup parlé de la transaction Huberdeau-Ketchuk. Ça reste qu'en termes de points, les Flames ont eu plus de points que les Panthers l'an dernier. Donc, on était peut-être à un match seulement de voir les Panthers ne pas faire les séries et pas nécessairement dire qu'il y avait une si grosse différence entre les deux équipes. Donc, je pense que les Flames, eux, de leur côté, vont faire les séries, vont se reprendre cette année avec un nouveau coach et une nouvelle ambiance dans le vestiaire. Et sinon, pour la suite, on a quand même, on est plusieurs à avoir mis les Oilers au premier rang. Je vois par contre dans ce tableau-ci justement que Guillaume, tu mets les Kings 2e, comme justement Éloi et Pierre-Carl. Donc, tu penses que les acquisitions de cet été vont faire en sorte que l'équipe va être encore très intéressante cette année? Oui, selon moi, c'était peut-être le boost qui leur manquait. Là. Ils ont vraiment 2 excellents centres avec Pierre-Luc et... En fait, non, c'est plus 3 excellents centres avec Pierre-Luc,
Philippe et Hanzé. Je les appelle comme si ça serait mes amis. Tu sais. Mais non, tu sais, je pense vraiment qu'ils ont l'occasion de faire quelque chose. Ça va être au niveau des gardiens, ça va être intéressant à voir. Tu sais, Finis Copley avait quand même bien joué l'année passée. Mais là, vu que Korpisalo est parti, tu sais, qui va step up en tant que numéro 1, ça reste à voir. Mais tu sais, je pense qu'ils ont vraiment les bons éléments pour faire du bruit. Brent Clark, devrait être un excellent défenseur aussi. Tu sais, ils ont de la profondeur au niveau des ailes, au niveau du centre. Fait que, selon moi, si jamais ils sont capables de réduire leur problème de gardien avec Copley et Cam Talbot, ils devraient en théorie d'être aussi forts que l'année passée. Effectivement. Moi, de mon côté, vous voyez à l'inverse, je pense que je suis le seul qui ne les a pas mis en série cette saison parce que j'ai peur justement du côté des gardiens de but de la défensive. J'ai l'impression qu'on manque un peu de profondeur à ce niveau-là et que ça pourrait nuire. On a tout mis nos œufs dans le même panier avec l'offensive, avec la transaction justement du Bois, quand peut-être on aurait été mieux de se magasiner un gardien de but. On a été chercher Korpisalo à la date limite, puis on l'a laissé partir cet été, signé avec les Sénateurs, s'il y a une bonne nouvelle pour eux. Mais je pense que ça pourrait faire mal aux Kings par la suite. Sinon, Hugo, un peu comme moi, toi, tu vois les Flames en série, mais en tant que cinquième, justement, de la division. Ouais, ben en fait, ma prédiction pour l'Ouest cette année, c'est qu'il va y avoir quand même un assez grand écart, mettons, dans la division centrale, pour faire en sorte que les 3 premiers vont vraiment avoir un gros lead comparativement au reste de la division. Puis dans la Pacifique, bien, un peu comme l'an passé, ça s'est joué super serré là, vers la fin. Donc les Flames vont le faire. Je pense que le top 5 peut être super interchangeable, pour être bien honnête avec vous là, dans la Pacifique. Mais c'est ça, c'est un creux de vague pour les Flames. Huberdeau devrait être capable de rattraper un peu ses performances de l'an dernier. On a changé un peu quelques affaires, voir si ça va marcher, surtout au niveau de la direction. Puis, si on se suit aux statistiques, Markstrom va connaître une bonne année parce que l'année passée, il ne pouvait pas arrêter une rondelle. Fait que cette année, on s'attend peut-être à 10 blanchissages avec une moyenne. C'est Markstrom, depuis les 10 dernières années, c'est une bonne et une mauvaise, en alternance, à chaque fois. Donc, si je me fie à ça, je pense que ça va être plus serré dans la Pacifique. Pour ça que même 5e devrait se qualifier pour les séries, mais ça va être extrêmement serré. Donc, quand on regarde aussi du côté du Kraken, on les voit tout le monde entre 3 et 5. Julien, toi, tu les vois justement entrer dans le top 3 de la division devant les Kings. Donc, tu penses qu'on va faire une nouvelle amélioration cette année au classement pour Seattle? Oui, ils ont appris, là, ils se connaissent, ils ont un style de jeu. Ben Ayers, il va faire 75-80 points cette année. Tout le monde va s'améliorer. Puis, les Kings, ils ont perdu Korpisalo, Durzi, Iafallo, Vilardi qui venait d'avoir une éclosion, pour Pierre-Luc Dubois. Moi, personnellement, je trouve qu'ils ont régressé cette année. Ils ont une des meilleures lignes de centre de la Ligue. Ouais, ils ont une des meilleures lignes de centre de la Ligue, ça c'est clair. Mais ça reste que pour moi, je trouve qu'ils ont perdu beaucoup d'éléments à des emplacements stratégiques. Pas dire qu'ils ne feront pas une série, mais ça sera pas, pour moi, ça ne sera pas le deuxième club dans le Pacifique, ça c'est clair. Ils vont être là, c'est ça, 4e. C'est là qu'ils vont. Puis en série, on verra. Parce que moi, Talbot Copeland en série, j'ai zéro confiance. Talbot, pour vrai, il finit, là. Il finit Talbot, là. En tout cas, c'est quand même intéressant. Quand on regarde ça, tu vois les Oilers et les Kings s'affronter probablement au premier tour des séries. Donc, c'est une reprise pour une 3e année de suite. Ouais, là, les Oilers vont les bouffer tout cru. Non, honnêtement, là, c'est la première année que je pense qu'ils vont vraiment avoir l'ascendant. C'est ça. Ils ont fait des échanges pour des échanges. Tu sais, c'est comme 4,30 sous pour une pièce, mais là, dans ma tête, c'est plus 4,30 sous pour 2,30 sous. Ils ont perdu des morceaux à des places quand même assez stratégiques. Ça m'a fait rire. Puis, on dirait qu'ils ont fait des échanges pour faire des échanges. C'est comme, bon, Durzi, ça a été son année où c'est qu'il a explosé. Puis, comme, bon,
on l'échange. Il y a peut-être d'autres choses qui s'est passées qu'on ne sait pas. Là. Mais c'est comme, bon, Dursey, OK, non. Corpissalo, on t'a allé chercher parce qu'on avait besoin de goaler, parce qu'on n'avait pas, parce qu'on n'avait pas confiance en Copley. Ben, you know what? On va quand même y aller avec Copley, puis un vieux qui est plus capable de rien faire. Puis, on a perdu Alexis Affalo, qui est un spécialiste en désavantages numériques, puis qui est un grinder, puis qui joue de la bonne façon. Puis, Vilardi, qui a un gros centre qui venait juste d'avoir son éclosion, pour aller chercher un autre gros centre qui a depuis 1 an son éclosion. 2. Fait que je suis comme, OK. Honnêtement, je ne suis pas impressionné. On dirait que c'était un gros coup de cœur, le Bergevin Dubois, puis il était prêt à vider son club pot. Puis il s'est fait avoir avec Price parce qu'il n'a pas réussi à gagner la coupe avec un goaler. Fait que là, c'est du fuck off, ça ne prend pas de goaler. Fait que je vais faire complètement l'inverse. Bref, je trouve qu'il n'y a pas de plan. Bref, c'est ça mon point. Sinon, quand on regarde, bon, on le sait, là, justement, on le voit depuis tantôt, les Flames, le Kraken s'interchangent beaucoup dans nos classements. Toi, Pierre-Carl, tu vois le Kraken 5e, donc une petite descente plutôt qu'une montée comme Julien, mais tu vois les deux clubs quand même faire les séries, donc toi aussi, tu t'attends à une division très relevée. Oui, je pense que ça va être extrêmement serré pour les 5 équipes dans cette division. Tu sais, j'ai mis Los Angeles 2e parce que je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer, justement à raison de leur ligne de centre. Pour les gardiens de but, on a vu avec le Vegas l'année dernière, avec Adenil en série, tout ce qu'il avait besoin de faire, c'est de faire les arrêts clés au bon moment. Puis, il y avait une bonne équipe devant lui. Donc, je pense que c'est la même chose du côté de LA. Donc, c'est pour ça que je les ai mis 2e. Puis, Vegas, on a eu quand même un long périple en séries éliminatoires. Donc, un petit été. Donc, peut-être que ça va les affecter un petit peu. Donc, je les vois 3e. Puis là, tu sais, Calgary, Seattle, ça peut être interchangeable. Calgary avec un nouvel entraîneur-chef, faire la place peut-être à 1 ou 2 jeunes de plus dans l'alignement. Les joueurs vont aussi avoir plus de liberté. Darryl Sutter n'est plus là. Huberdeau risque d'avoir une meilleure saison. On a quand même Lindholm, Kadri. Puis, il ne faut pas oublier Yegor Sarangovic, je crois, du côté de Calgary, qui pourrait être une belle acquisition sur l'aile du côté de Calgary. Donc, j'ai hâte de suivre ça. Mais ça pourrait vraiment être interchangeable. Seattle, Matthew Benier, j'ai hâte de voir sa saison. Mais je pense qu'on va être bon aussi à Seattle. Ça pourrait vraiment... On est très bien coaché. On a une très belle équipe équilibrée. Donc, j'ai hâte de voir ça. Je termine avec toi, Éloi, en fait, pour parler justement de ton... Tu as interchangé, contrairement à nous, les Ducks et les Sharks. Donc, tu vois les Sharks devant les Ducks cette saison-ci. Et tu as Vincent, en fait, qui demande en commentaire, la signature d'Eagles vient-elle changer vos prédictions? Donc, ta prédiction pour les Ducks, est-ce que tu penses qu'ils passent devant les Sharks maintenant ou pour toi, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux équipes? Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Je pense que ça dépend qui va mettre le tank à exécution le mieux que chez nous, les Ducks 8e. Mais pour être franc, bon, ça pourrait être les Sharks aussi. Là, on s'entend, on a échangé Carlson. Donc, oui, ça pourrait tout à fait être les Sharks en 8e. Mais d'un autre côté, j'ai pas vraiment confiance en Anaheim. J'ai pas aimé ce que j'ai vu de cette équipe-là l'année passée. Puis je vois pas vraiment. Oui, ils ont beaucoup de talent comme Zegras à l'offensive, des jeunes, mais je sais pas, je le vois pas du côté d'Anaheim. L'année passée, je l'avais mis en série là, en passant. J'étais bien déçu, fait que c'est peut-être pour ça aussi que je vais pas me faire brûler une deuxième fois. Mais c'est fou, hein, parce que l'auditeur, il parle de Zegras, puis c'est l'impact dans nos prédictions. Mais pour moi, ce qui va avoir un impact dans les prédictions pour les Ducks, c'est la blessure de Killorn. Parce que ce qui manquait justement aux Ducks, c'était du leadership. Puis là, lui, pour bien commencer l'année, les habitudes, tu ne l'as pas. Fait que moi, je pense que ça a plus d'impact que la signature de Zegras. Effectivement. Donc, ça sera à suivre cette saison. Donc, je vous montre rapidement pour terminer notre classement final. Donc, c'est le classement cumulatif de nos 6 tableaux, donc de tout ce que vous voyez de ce qu'on avait produit. Mais j'ai rajouté également Marc-Antoine qui ne pouvait malheureusement pas être présent en direct ce soir. Donc, on a nos 7 prédictions en fait. Donc, vous voyez les Maple Leafs au sommet de la division, les Devils, les Stars et les Oilers qui remportent chacun leur division. Donc, dans l'Atlantique, les Panthers feraient les séries. En tant que 4e as, c'est les Pingouins dans la métropolitaine. Donc, les Sénateurs seraient tout près. Donc, un seul point séparait les deux. Et sinon, bon, dans l'Ouest, ça va un peu avec ce qu'on disait. Dans la Pacifique, on voit justement que les deux, le Kraken et les Flames, qui sont 4 et 5, feraient les séries au détriment des Prédateurs qui sont 4e dans la centrale. Donc, ce qui est tout de même très intéressant. Et en fin de classement, évidemment, on a le Canadien, les Flyers, les Blackhawks et les Sharks